Bonsoir à tous. On va commencer. S'il y a quelques retardataires, ils se joindront à nous. Merci d'être présents. Je suis Adeline Bordet, je travaille au pôle culture scientifique et technique du CNAM Pays de la Loire, avec Xavier Noël, pour ceux qui le connaissent, qui est le responsable du pôle, et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. Donc ce soir, c'est la 3e conférence du cycle Le goût de l'avenir, donc qui a pour fil d'Ariane le thème Apprendre pour demain. Donc pour rappel, l'objectif de ce cycle, c'est d'avoir un temps d'échange entre les sciences et la société pour s'interroger sur les transformations en cours et à venir. Donc en fait, pour mieux se préparer à ces transformations-là, on va essayer de s'interroger sur nos propres modes d'apprentissage pour pouvoir être en capacité d'agir demain. Donc nous remercions le lieu unique, comme à chaque fois, qui accueille l'ensemble du cycle de conférences, notamment dans sa programmation du Labo Utile. Le Labo Utile qui, par ses propositions, participe à la construction de la citoyenneté. On bénéficie aussi du soutien de la ville et de la région, que l'on remercie également. Donc la conférence de ce soir, le thème « À quelles conditions le travail collaboratif favorise-t-il notre capacité à apprendre ?» avec l'exemple des Fab Labs. Donc les Fab Labs, ou laboratoires de fabrication en français, qui sont des ateliers de fabrication collaboratifs, des lieux ouverts au public où les gens vont venir chercher des machines, des outils, mais aussi de l'entraide, de la convivialité. Donc les intervenantes vont vous présenter ça plus en détail. Donc je vais vous les présenter dans un instant, et au travers de leur présentation croisée, elles vont nous proposer des pistes sur les nouvelles formes de travail collaboratif et ce que l'on peut en attendre. Donc ce que l'on peut en attendre comme vecteur d'apprentissage, mais aussi comme redéfinition du travail collaboratif. Pour que l'intervention soit plus riche, elles vont aborder plusieurs points de vue, tels que la sociologie, les ressources humaines, le management et évidemment les Fab Labs. Donc je vous présente Madame Isabelle Bérébi-Hoffmann, qui est sociologue et chercheuse au LISE. L'ULISE, qui est le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. C'est une unité en fait qui est mixte de recherche entre le CNRS et le CNAM. Elle vous présentera un petit peu plus en détail aussi le contexte et le cadre de ces recherches dans un instant. Et Madame Maëlle Vimon, qui est animatrice Fab Lab à l'association Ping. Voilà, donc juste avant de débuter la conférence, donc juste pour vous rappeler, on va terminer vers 20h. Il y aura une session de questions. Vous êtes libre de poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin. Et puis on vous a fait circuler une petite fiche d'évaluation si vous souhaitez la remplir pour rester en contact avec nous ou nous apporter vos contributions, observations. Voilà, donc je vous souhaite un bon moment et je vous laisse la parole. Bonjour à tous et toutes. Donc on va faire une intervention en fait à deux voix avec Maëlle. On s'est entendu, comme Maëlle dirige un Fab Lab et a une expérience de terrain poussée sur les nouveaux modes d'apprentissage. On va traiter ce soir trois... Je prends le micro. Allô? Oui, ça... Je dis allô au micro. Donc, on va traiter essentiellement 3 points qui nous semblaient faire un bon duo entre nous deux. Puis je dirai 2 mots ensuite sur qui je suis et d'où je parle quand même avant de commencer. Et les 3 points, on va d'abord définir l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un Fab Lab? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ici? Qui est déjà allé dans un Fab Lab? Oui. Qui n'a jamais entendu parler de Fab Lab? C'est la première fois ce soir. Très bien. Et donc, on va définir d'abord ce que sont ces lieux, ce qu'on y fait, et pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui, au point que Obama a décrété en 2014 les États-Unis Nations of Makers, c'est-à-dire la nation de ceux qui font des choses. C'est la philosophie des Fab Labs, on en reparlera. La deuxième question qu'on va traiter à deux voix, c'est en fait les codes, les mœurs, la culture collaborative qui émerge dans ces lieux. Et là, on touche de plus près le sujet de la soirée qu'on va passer ensemble, à savoir comment on s'y comporte, quelles sont les conditions pour apprendre dans ces lieux. Est-ce que les codes spécifiques, les outils aussi. Et ça sera notre 3e point. On abordera quelques exemples d'outils et dispositifs
de travail collaboratif particulier, culturel, donc des outils qui peuvent être techniques, mais qui ne sont pas que techniques, on y reviendra, qui peuvent être aussi des formats de réunion, des façons de travailler ensemble. Moi, j'aborderai notamment la notion de hackathon, de non-conférence, unconference, de 5 minutes of fame, c'est-à-dire 5 minutes de gloire. Qu'est-ce que c'est que ces outils de réunion, de prise de parole, qui sont très utilisés dans ces lieux collaboratifs. Donc voilà pour un peu le projet de la soirée. Je vais vous dire un mot, parce que moi je le fais systématiquement, pour vous dire d'où je parle. Donc moi je suis chercheuse au CNRS, sociologue du travail et des organisations. Je viens de finir avec Marie-Christine Bureau et Michel Lallemand, tous deux sociologues du même laboratoire, une grande enquête sur les 5 dernières années sur les Fab Labs, les hackerspaces, les makerspaces, donc ces lieux qu'on va définir en France, une trentaine de lieux en France, une trentaine de lieux aux États-Unis, où j'ai passé les 2 dernières années sur la côte Est, au MIT notamment, le Media Lab et tout autour. Je dis tout de suite, il y a 147 Fab Labs et Makerspace à l'intérieur du MIT, l'université, et un club. Donc c'est un peu là-bas que ça a été inventé, le concept en tout cas, on verra que ça s'est bien diffusé autrement. Et donc on sort un livre la semaine prochaine, je le dis quand même, qui s'appelle Makers, les laboratoires du changement social. Donc avec une optique sur ce que font ces cultures collaboratives, ce que font ces lieux au travail et aux formes d'organisation du travail. Est-ce que tu veux dire un mot de présentation supplémentaire ? Un rapide petit mot juste pour dire d'où je parle aussi. Je suis animatrice Fab Lab à l'association Ping. Je représenterai un petit peu après qui on est. Et juste pour dire que moi, ce soir, c'est aussi un exercice d'apprentissage. C'est la première fois que je fais ce genre d'intervention. Et du coup, moi, je vais plutôt apporter un éclairage de terrain pour vous parler de ce qui se passe ici, à Nantes. Voilà. Je te laisse la parole. Je reprends, on va faire ça tout le temps. Donc, je reprends le micro pour introduire, en fait, notre échange de ce soir. Donc, vous dire d'abord que l'échange part d'une interrogation profonde qui est très partagée aujourd'hui sur les transformations du travail. Ces transformations, elles n'ont pas 10 ans, elles ne datent pas seulement de 95, c'est-à-dire d'Internet, non plus. Elles viennent de loin et elles n'ont pas seulement un aspect technique. C'est-à-dire quand on va parler de travail collaboratif ce soir, on va parler des formes de coopération aussi, des mœurs de coopération. Il n'y a pas que les outils techniques qui conditionnent ou qui définissent ce que c'est que la coopération et le partage dont on va parler ce soir. Donc on vous a mis une photo tout simplement pour juste se donner le vertige de voir comment ça a quand même changé très vite. Changer très vite, c'est-à-dire que Fernand Braudel nous dit que la grande entreprise, elle est née dans les années 1920 aux États-Unis, Ford. Donc c'est qu'à ce moment-là qu'on a eu les grandes usines, la production industrielle et la concentration physique avec une hiérarchie et une surveillance et un travail décomposé en tâches dans un même espace où les corps étaient ensemble et on pouvait surveiller les corps. C'est la chaîne que vous avez tout en haut. Je passe, parce que ce n'est pas l'objet de cette soirée, mais on arrive aujourd'hui à un moment où on est tous ensemble, à côté, comme la sociologue et psychanalyste Shirley Turkle l'appelle, on est seuls ensemble pour travailler aujourd'hui. A priori, d'abord seul, puisqu'on a eu, depuis les années 90, une individuation, ce que les sociologues appellent individuation, c'est-à-dire individualisation du travail, mais aussi de l'évaluation du travail, de la performance, avec toute une série d'indicateurs, de mesures du temps, de plus en plus précis. Et aujourd'hui, il y a ce mouvement où on continue à travailler seul, mais dans des coworking spaces, dans des lieux comme le lieu unique, par exemple, où on va rechercher une reproximité physique, mais qui ne concerne pas le travail. Et en même temps,
ça on ne va pas passer trop de temps dessus, il y a toute une série d'émergences de nouveaux lieux, de nouvelles formes de travail, de l'auto-entrepreneuriat jusqu'aux plateformes, ubérisation, etc. Donc on est dans un moment de bouleversement assez rapide des façons de travailler, mais aussi des structures dans lesquelles on travaille. Et on est dans un moment où l'individu se sent responsable de ces transformations, c'est-à-dire de s'adapter lui-même à toutes ces transformations. Et on demande à l'individu au travail de s'adapter, c'est-à-dire d'apprendre lui-même, de s'auto-former, etc., puisqu'on est dans un moment où les structures se sont individualisées. Encore une fois, ce n'était pas le cas, on a fait ce chemin en un siècle. On y a gagné beaucoup d'autonomie et d'indépendance, une forme d'autonomie au travail, une fin ou un allègement des formes de subordination, qu'on pense aux usines où les contremaîtres hommes surveillaient les corps des femmes ouvrières non qualifiées, par exemple. C'était une autre forme de contrainte. Mais il y a d'autres aspects dont on va parler en creux du côté positif du travail collaboratif. Donc voilà pour l'introduction. Oui, on va commencer le premier point. Qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Donc je vais essayer d'avancer. Alors ça, je suis passée un peu plus vite. Ça, je vous l'ai dit, c'est-à-dire quand même dire pourquoi on en parle beaucoup. Est-ce que c'est devenu un sujet politique ? Donc, c'est quand même il y a quand même une question mondiale qui a vu le jour en France. Fleur Pellerin, en 2013, a lancé un grand plan dans le plan d'innovation de financement des Fab Labs. En Chine, à partir de 2015, il y a une politique pour faire de Shenzhen, qui est aujourd'hui la capitale mondiale de production des composants électroniques, le plus grand centre de makerspace du monde. Ils sont en train de construire le plus grand makerspace du monde. Alors pourquoi ? Parce qu'on va le voir, a priori, on a l'impression que c'est plutôt à côté des formes de production, les makerspaces et les Fab Labs, en dehors des entreprises et du travail salarié. Même si aujourd'hui, il y a aussi des Fab Labs d'entreprises, Renault, par exemple, et d'autres, Orange, ont leur propre Fab Lab. Alors, juste un mot pour dire que les Fab Labs sont un type de lieu dont on va parler, mais qui s'inscrivent dans un mouvement plus large qui s'appelle le mouvement Maker, qui a son magazine, le mouvement Make. Et je vous ai mis cette image parce qu'elle est quand même sympathique. Et vous avez aussi toute une série de diffusions culturelles de ce qu'on appelle le do-it-yourself, le faire par soi-même, qui fait partie de ce mouvement, sur lequel on va revenir, avec des blogs, des sites où on vous explique des tas de trucs sur comment fabriquer soi-même, comment faire des choses par soi-même, comment apprendre par soi-même. Il n'y a pas qu'Obama, le magazine Make, qui parle des Fab Labs. Il y a aussi le très sérieux hebdomadaire The Economist qui a fait sa une, je crois que c'était en 2015, je ne me souviens plus très bien, non, 2012 même, sur la troisième révolution industrielle à partir des lieux comme les makerspaces et les Fab Labs, en expliquant que ça allait tout changer parce que la fabrication, l'imprimante 3D et les formes de fabrication locales que permettent les Fab Labs et les makerspaces allaient permettre un mouvement inverse de celui des 20 dernières années, c'est-à-dire une relocalisation de toutes les formes de production, des circuits courts de production, des villes intelligentes qui vont pouvoir produire et des consommateurs producteurs. Et que dans les 5 ans, dans les 10 ans, on allait peut-être assister à ce qu'ils appelaient, eux, une troisième révolution industrielle, on ne parle pas d'Internet, qui est une relocalisation des formes de production de biens courants avec l'idée et la mise en place de la fabrication personnelle. Alors, qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Alors, une définition générale d'abord, en 4 points. J'appelle makerspace, moi, c'est un terme générique pour désigner et les Fab Labs qui en font partie,
tous les lieux où on fabrique, on fait de la fabrication personnelle, et les hackerspaces, dans certains hackerspaces, on fabrique aussi. C'est une organisation, c'est un lieu physiquement situé déjà. Ça peut être 100 mètres carrés, 3000 mètres carrés, dans le cas de l'Electrolab à Nanterre ou du Makerspace de Cambridge à côté de Boston, où des individus partagent et utilisent des ressources, des machines, des outils, des matériaux, des connaissances, de l'information, du Wi-Fi, enfin toute une série de ressources pour fabriquer des choses ensemble, individuellement. Fabriquer individuellement des choses, parfois à plusieurs, mais ils mettent en commun toute une série de ressources partagées. Ce sont des organisations ouvertes, donc, pour des individus qui viennent là mener à bien des projets de fabrication. Elles sont souvent, les makerspaces ou les Fab Labs sont souvent organisées, en tout cas en France, dans des formes d'associations à but non lucratif, qui peuvent être gérées collectivement de façon plus ou moins consensuelle, démocratique, etc. Ça dépend des lieux. Et ensuite, ce sont des lieux de promotion d'application des principes et des valeurs issus de l'éthique hacker, c'est-à-dire une éthique de créativité, de fabrication par soi-même, sur lequel on va revenir. Il y a beaucoup de termes pour décrire ces lieux qui sont tous liés à des histoires différentes, qui ont commencé différemment. Je vous fais celle du milieu, donc les Fab Labs. Ça commence dans les années 2000. Dans les années 2000, on est au MIT. En fait, dans le laboratoire de Neil Gershenfeld, il y a toute une série de personnes, dont Mishak Bikar, j'ai oublié Biktak plutôt, qui travaillent dans les inner cities, les centres-villes, qui sont des centres-villes défavorisés, majoritairement noirs. Et l'idée, c'est comment peut-on démocratiser la technique ? Il y a trop d'inégalités. Au MIT, il y a des savoirs absolument incroyables. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, il y a Michael King qui dirige un centre où il accueille avec quelques ordinateurs la jeunesse pauvre du centre-ville, qui fait affaire pour installer le premier Fab Lab. Donc l'idée de base, c'est, dans une philosophie qui est une pédagogie d'apprendre en faisant, de mettre à la portée de tout le monde des techniques ou des savoirs qui sont enfermés dans l'université. Donc de créer des lieux ouverts où on peut démocratiser l'accès à la technique, aux objets, à la fabrication. Donc c'est la première idée, il y en a d'autres. Neil Gershenfeld crée un cours au MIT au début des années 2000 qui s'appelle « How to make almost anything », comment fabriquer absolument n'importe quoi. La deuxième idée, c'est d'ouvrir les objets, de les réparer, de les fabriquer, mais d'ouvrir l'imagination. Le motto aux États-Unis des Fab Labs, c'est la seule limite, c'est votre imagination, à ce qu'on peut faire et réaliser, fabriquer. Donc c'est assez inscrit au début dans une philosophie américaine du « I can do it ». Et si on veut, on peut, et on va trouver tous les moyens. C'est arrivé en France dans les années 2010, ça s'est développé à partir de 2013. On va voir ça tout de suite. Alors d'abord, oui, vous avez sûrement croisé des lieux, il y a des tas de dénominations pour l'instant. Comme c'est un phénomène relativement récent, il y a toute une série de labs qui sont apparus ou d'espaces. On les a classés entre les indépendants, les alternatifs, ceux qui sont liés aux universités, ceux qui au contraire sont marchands, comme les tech shops, vendent des services ou liés à des communautés scientifiques, etc. Mais en fait, les hackerspaces, les hack labs, les bricolabs, les fab labs, les media labs, les open space, les research labs, les recycling labs font partie de cette espèce de mouvement de création de nouveaux espaces de travail, plus ou moins marchands, plus ou moins gratuits, avec des outils de collaboration et de partage. Voici une courbe sur l'augmentation des hackerspaces et Fab Labs dans le monde. On voit que le point d'inflexion est 2008-2009. En France, encore une fois, ça explose à partir de 2013. On a plus de 3000 lieux aujourd'hui, après 2013, donc l'appel de Fleur Pellerin.
Ça, c'est la répartition dans le monde des Fab Labs qui utilisent... pour s'appeler Fab Lab, normalement, il faudrait avoir signé ou rejoint la charte du MIT de ce qui est une définition de Fab Lab. En fait, beaucoup de gens s'appellent Fab Lab ou Makerspace sans l'avoir signé. Mais, donc, ça réduit un peu, mais donc, ça donne un petit peu cette répartition-là. Et enfin... Que fait-on dans ces lieux? On fait du do-it-yourself traditionnel, c'est-à-dire on fabrique des bijoux, des vélos, des meubles, des robots, et on peut les vendre sur Internet aussi. Voilà. De l'électronique, de la programmation, il y a du biohacking également, et on peut faire des tas d'autres choses que je suppose Maëlle va présenter également. Là, je vous ai mis un makerspace. Vous voyez un lieu, mais vous verrez plus avec Ping. Donc, en fait, ce sont des grands espaces. Vous pouvez avoir des box individuelles, c'est-à-dire on peut faire des start-up, avoir son propre box de 2 mètres, ou sinon, c'est des espaces ouverts. On ne voit pas tout, là, mais il y a une salle de machines immense qui est protégée, dans laquelle je n'ai pas pu prendre de photos. Et au milieu, vous avez des canapés pour les AG, les socialisations et les soirées. Voilà, donc je vais m'arrêter, pardon, je peux remonter? Ouais. Et on va changer, je vais passer la parole à Maëlle, qui va vous donner donc l'autre aspect d'un vrai Fab Lab à Nantes. Et avant de parler du Fab Lab en lui-même, je vais du coup juste recontextualiser un petit peu en vous présentant déjà rapidement qui on est, nous, Ping. Je ne sais pas si parmi vous, qui connaît l'association Ping? Ah, quand même. Très bien. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, nous, on est une asso qui existe depuis 2004. Donc, par rapport à toute l'histoire, on est assez récent, finalement. Mais ça fait quand même 14 ans qu'on explore les pratiques numériques, les technologies, et qu'on invite les personnes à se réapproprier les technologies. Le constat de base, c'est que c'est partout dans nos vies, dans nos poches, dans notre travail, dans notre rapport aux autres. Et ça nous semble très important en tant que citoyennes et citoyens de se poser la question de comment ça fonctionne et d'ouvrir le capot de ces choses-là pour avoir plus de maîtrise. Et donc ça passe à la fois par une pratique manuelle, concrètement, ouvrir le capot d'objets, regarder comment ça fonctionne, et aussi en réfléchissant et en échangeant et en partageant ensemble sur c'est quoi Internet, c'est quoi un algorithme, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire quand on essaye de réparer un objet, c'est quoi l'obsolescence programmée. Toutes ces questions-là qui nous semblent être vraiment intéressantes à discuter et ensemble. C'est-à-dire que nous, on n'a pas une vision des choses préétablie, mais notre démarche, c'est plutôt d'essayer de créer des cadres pour que chacun puisse cheminer et apprendre et s'approprier ces sujets-là. Et avec la volonté de permettre à chacun et chacune de développer son autonomie et son approche critique par rapport aux technologies, à leur fonctionnement, à leurs usages, à leurs impacts, et notamment aussi environnementaux, quoi. Et du coup, on est une asso qui est basée dans le quartier du Breil, et dans un pôle associatif. C'est notre base historique, et notamment depuis 2007, où on a commencé à faire ce qu'on appelle les open ateliers. Tu parlais de vocabulaire et de lab et tout ça, vous allez voir, nous on adore le mot atelier, il revient tout le temps. Et en fait, au Breil, comme on l'appelle, on a une petite salle, c'est une ancienne école, donc il faut imaginer des salles de classe, on a nos bureaux là-bas, et on a aussi un espace qui s'appelle maintenant l'atelier partagé. Je vais vous montrer une petite photo. Hop. Donc voilà, ça c'est l'atelier partagé.
C'est dans cette salle que la communauté du coup des adhérents, des adhérentes de l'asso ont commencé à se rassembler dans le cadre des Open Ateliers à partir de 2007 pour pratiquer concrètement. C'était on venait pour coder, pour créer, pour bricoler, pour réparer des objets, en fabriquer et puis échanger ensemble. Et ce lieu, il est très important dans notre histoire parce que c'est là qu'a germé un peu l'idée, le projet du Fab Lab que je vais vous présenter après et qui est notre deuxième lieu. Et du coup, là, aujourd'hui, l'atelier partagé donc, a ouvert sous le nom d'atelier partagé en janvier 2016, qui est ouvert tous les mardis de 14h à 20h. Il y a des ateliers de découverte, des ateliers d'entraide sur la réparation notamment, et toute une vie locale de personnes qui viennent pratiquer, faire de la couture, réparer des objets, passer comme ça pour dire bonjour aussi. C'est aussi un lieu de vie et de rencontre. Et l'idée, c'était vis-à-vis de la vie du quartier. Est-ce que vous connaissez le principe des jardins partagés? Ouais, je vois oui. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que dans le quartier du Breil, chacun n'a pas forcément accès à un garage pour bricoler ou à un jardin pour jardiner. Du coup, l'atelier partagé, c'est l'atelier du quartier où chacun et chacune peut venir pour, si j'ai besoin d'un marteau, je peux venir à l'atelier partagé chercher un marteau. Si j'ai besoin d'un petit espace pour bricoler un meuble ou réparer une pièce pour ma douche, comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je peux venir à l'atelier partagé. Je vais trouver des personnes qui vont pouvoir m'aider à le faire. Donc voilà pour l'atelier partagé. Le Fab Lab maintenant. Alors, le Fab Lab, je vais vous montrer carrément une petite vidéo. Enfin, ça fait un genre de gif. Vous allez voir. Hop. Le Fab Lab, là, c'est pas du tout la même superficie, comme vous pouvez le constater directement. Il fait 300 mètres carrés, il est sur l'île de Nantes. C'est... je croyais qu'il voulait me mettre en boucle. Touc, touc, touc. Que je revienne. Je vais le mettre un peu en boucle. Touc. Voilà. Donc le Fab Lab, sur l'île de Nantes, sur les quais, là où il y a les anneaux de Buren, il y a une asso qui retape des bateaux, qui s'appelle la Cale de Lille. C'est nos voisins. On est entre la Cale de Lille et l'asso qui s'appelle Millefeuille, où il y a des artisans, des créateurs qui se rassemblent et qui mutualisent des outils. C'est un espace historiquement qui était très lié aussi à la fabrication parce que c'était des ateliers, des chantiers navals. Je crois que le hangar, nous, où on est, pendant un moment, ça a été un vestiaire pour les ouvriers des chantiers. Donc c'est un lieu qui est quand même chargé d'histoire. Et du coup, cet espace, il a ouvert, nous, en 2013. Après mûre réflexion aussi dans les locaux du Breil, où on a commencé à suivre ces questions de Fab Lab et à se rendre compte aussi que concrètement, ce qu'on faisait aux Open Ateliers, c'est ce qui se passe dans un Fab Lab. Et plutôt que de le construire et de le faire dans notre coin, on s'est dit peut-être il y a d'autres personnes, d'autres structures qui auraient besoin d'un tel outil. Et du coup, on s'est rapproché aussi d'écoles, d'établissements d'enseignement, pour savoir si cette démarche les intéresserait. Et du coup, c'est un projet qui s'est construit en collaboration aussi avec des établissements d'enseignement supérieur, l'école d'architecture, l'école de design, le lycée Livette. Et du coup, c'est un lieu, avant de vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on y trouve dedans, c'est par nature déjà un lieu de croisement d'une approche citoyenne et aussi pédagogique. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on y trouve comme équipement aussi au Fab Lab, puis aussi à l'atelier partagé, j'en ai pas parlé, mais
on a déjà des outils de base. C'est-à-dire qu'on a un établi où on va avoir des outils pour faire de l'électronique. Alors personnellement, j'y connais rien dans l'électronique, donc je pourrais pas trop vous faire d'inventaire de tout ça, mais il y a tout ce qu'il faut pour souder, dessouder, tester, mesurer. Il y a un établi bois. Là, on le voit sur la gauche. C'est là où il n'y a pas trop de monde sur cette photo, un petit peu là maintenant. Il y a des outils pour scier, pour visser, pour clouter, pour poncer, pour découper du bois. Il y a alors en haut à gauche, vous voyez peut-être une espèce de machine jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle une découpe laser. Une découpe laser, c'est un faisceau laser qui se déplace et qui vient brûler de la matière. C'est un peu comme si on faisait de la pyrogravure, mais hyper puissante. Il ne faut pas mettre les mains dessous. Et on peut graver sur différents matériaux ou carrément le découper, quoi. Et du coup, c'est une machine, c'est un peu la star du Fab Lab. Parce que malgré sa couleur dans la nature, les insectes qui ont des couleurs très vives, il faut s'en méfier. Celle-ci, elle est en effet assez dangereuse, mais en fait, c'est très facile de prendre en main une découpe laser. Et bon, on y reviendra peut-être d'ailleurs là-dessus. Mais c'est une des machines qui est la plus utilisée chez nous au Fab Lab parce qu'elle permet très facilement de passer de l'idée à l'objet. Et du coup, avec très peu d'expérience, sans avoir jamais fait de découpe laser, en une après-midi, on peut très bien produire un premier objet et commencer à s'approprier la technique. Et puis après, au fur et à mesure, ça vient aussi avec la pratique, comme tout. Ok. Et du coup, pour finir le petit tour des équipements, de ce qu'on trouve, donc la découpe laser, c'est ce qu'on appelle, elle fait partie de la catégorie des machines qu'on appelle les machines à commande numérique, qui sont donc pilotées par ordinateur. Et donc, il y en a tout un parc. Il y a ce qu'on appelle des fraiseuses qui vont venir creuser dans la matière pour fabriquer des objets, des imprimantes 3D. On en a beaucoup entendu parler, mais c'est, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. Ça a fait le buzz, et c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui passent la porte du Fab Lab en disant à quoi ça ressemble une imprimante 3D. Il y avait énormément de fantasmes autour de tout ça. Bon, c'est un espèce de pistolet à colle qui fait de la maçonnerie, couche par couche. Il y a un grand îlot central qui est un peu le centre névralgique là, du Fab Lab, où chacun vient se poser, son ordinateur vient travailler. Et puis là, on ne les voit pas trop, mais dans le coin en bas à droite, il y a un endroit qui est très important au Fab Lab, c'est l'espace ressources. On a une petite bibliothèque avec de la documentation, et c'est là où il y a le café et le thé. C'est aussi l'espace détente. Et c'est un lieu à la fois pour la rencontre, les apprentissages, qui est hyper important aussi. Donc voilà, un ensemble, dans les Fab Labs, au niveau technique, un ensemble d'outils, de machines à la fois manuelles, à commande numérique, et puis c'est un lieu de vie, avant tout. C'est un lieu où des gens d'horizons différents se rencontrent, échangent, apprennent, et on y vient avec ou sans projet. Je te repasse la parole. Ça marche. Donc après ce panorama, un peu de description des lieux, donc vous voyez que ce sont des lieux de fabrication, mais qui sont à la fois manuels et numériques, et qui fonctionnent avec des machines. Les machines que Maëlle vous a citées sont dans la charte des Fab Labs du MIT, c'est-à-dire que tous les lieux, les 3000 lieux que je vous ai cités, ont ces machines-là. Il faut savoir qu'il y a un courant aux États-Unis d'autonomie, d'autarcie, où on va tout fabriquer par soi-même, on va sortir du système capitaliste marchand entièrement. Par exemple, on fabrique sa maison. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des tiny houses, les petites maisons où tout est imbriqué dedans. Ça se fabrique dans les Fab Labs. Les machines à découpeuse laser, etc., peuvent découper des planches de bois. Il y a de l'open design, c'est-à-dire des plans de maisons en libre sur Internet que vous pouvez télécharger. Vous pouvez construire comme avec des Legos votre maison comme ça. Il suffit d'être 2 personnes pour porter les planches et les assembler. Et vous avez une maison de 100 mètres carrés.
Donc il y a des maisons, mais il y a aussi toute une série de biens. Donc il y a un mouvement qui essaie de mettre en libre sur Internet des modèles de biens de première nécessité qui permettent un mythe sur la côte est américaine qui est ce qu'on appelle l'autarcie. L'un des premiers philosophes américains, Henry David Thoreau, c'est celui qui a écrit Walden, La vie dans les bois. Il est parti pendant 2 ans vivre tout seul, construire sa maison, et c'est un des premiers écologistes aussi, à côté de Concorde, dans les bois. Donc on a cette philosophie-là de l'autonomie complète, y compris en dehors du système marchand. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer dans ce que ça suppose de travailler, de fabriquer dans ces lieux de façon collaborative. Et là, on va parler des mœurs, de la culture, des codes, et se poser la question de est-ce que justement c'est facile ou pas de rentrer dans ces mœurs et dans ces codes avec la démocratisation. Donc la première règle de ces mœurs, on vous l'a déjà cité, c'est la capacité à être seul ensemble. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que l'idée du do-it-yourself, c'est qu'on ne pose pas des questions inutiles. Il y a des manuels, il y a des choses. On va essayer par soi-même, d'abord, d'essayer de trouver, de chercher. Il faut avoir une démarche active. Donc on ne va pas reposer sur les autres pour quelque chose qu'on ne sait pas faire. L'idée, c'est qu'on puisse tout faire soi-même, par soi-même. Et le deuxième aspect de ce seul ensemble dans les lieux, c'est que quand même on peut observer les autres, même sans les déranger, qu'on est dans un espace commun. On peut être derrière un ordinateur et voir ce que fait l'autre, et tout d'un coup on sait comment on passe d'un logiciel à l'autre, ou on peut s'intéresser au logiciel qu'il utilise en disant bah, tiens, je pourrais en avoir besoin, ou on peut voir ce qu'il est en train de faire. Donc il y a l'idée du simple fait du copartage de l'espace, d'une possibilité d'apprentissage, déjà, par juste la mise en commun. Donc la plupart des lieux animent le fait que les gens puissent être en commun, avoir une sociabilité minimale, etc., mais avec l'idée qu'on n'est pas là dans une forme de dépendance avec quelqu'un qui nous apprend, à qui on va demander qui c'est et qui va nous apprendre. Même si ça arrive, mais ça va arriver sur de la base du volontariat, de l'échange. Dans ces espaces, dans beaucoup de ces espaces, il n'y a pas forcément... alors, je vais vous raconter une anecdote très rapidement. Une entreprise aux États-Unis a voulu utiliser ça parce que bon, c'est censé, ce type d'espace, coworking, etc., c'est censé favoriser la créativité, l'autonomie, l'égalité, l'horizontalisation des relations entre les gens également, et une bonne ambiance dans les entreprises. Et dans ces bureaux partagés, coworking space très beaux, avec une jolie architecture qui avait été construite, le travail était insoutenable, était impossible. Parce que tout le monde faisait comme dans ces anciens bureaux. On arrivait, on disait bonjour à tout le monde. Après, on allait prendre un café, on parlait, on racontait les nouvelles de la journée, etc. On téléphonait, on prenait ses coups de fil. Et puis quand on était en face de quelqu'un, par politesse, on lui demandait comment ça allait, comment s'étaient passées ses vacances. Ces codes-là n'existent pas dans les coworking spaces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler dans un coworking space sans la culture qui va avec. La culture qui va avec, c'est qu'on ne dérange pas si on n'a pas l'autorisation du regard, comme dans le métro à New York. On n'entre pas, on ne dit pas bonjour, parce que ça vient d'où ? Ça vient de la culture du code, du free et du mouvement du libre américain. Vous avez peut-être déjà vu dans des films ou autres, sur des chaises, ces codeurs qui mettent « Don't disturb, I'm in the zone ». Je suis dans la zone. Je suis dans la zone, ça correspond à une théorie psychologique qui a été construite d'abord sur les artistes, sur les sportifs, qui est que dans certains moments, les sportifs, les basketteurs par exemple, vont être surperformants. Ils vont voler, ils vont flotter, marquer plein de paniers. Ça a été étudié en psychologie, ça s'appelle le flow. F-L-O-W, être dans le flow, c'est à un moment donné, dans des travails de conception, de gestes, être dans un niveau de virtuosité sans effort.
Ce que recherchaient les codeurs, c'est atteindre la zone, être dans le flow. Ces lieux sont conçus autour d'une culture qui permettent un travail de conception, un travail de concentration ou un travail de virtuosité technique, y compris manuelle, d'atteindre cette virtuosité. Donc les codes qui l'accompagnent, alors ils peuvent être différents suivant les lieux, bien sûr, mais elle va me contredire tout de suite, je sais, mais les codes qui l'accompagnent dans la plupart des lieux, c'est effectivement des codes très différents du travail en entreprise ou du travail en association classique, y compris physiquement. On n'interrompt pas quelqu'un. Voilà. Et en même temps, dans ces lieux, il y a une deuxième règle qui est celle de la gentillesse, c'est-à-dire de la bienveillance. C'est-à-dire qu'effectivement, si quelqu'un est vraiment en détresse et n'arrive pas à toutes ces pièces pareilles, on va l'aider. Donc c'est une culture, en anglais on appelle ça du care, C-A-R-E, de la bienveillance. Donc non-intervention, autonomie, prise en charge de soi, en anglais ça s'appelle la self-reliance, compter que sur soi, do it yourself, faire par soi-même, mais bienveillance et gentillesse. C'est-à-dire, si vraiment je sais que ça fait 2 heures qu'il n'y arrive pas à côté, je vais aller l'aider. Voilà. Donc, l'ensemble de ces codes sont fondés en fait sur la circulation d'une culture de mœurs. Et on voit très bien dans l'exemple que je vous ai donné de l'entreprise tout à l'heure, quand il n'y a pas la culture, ça ne marche pas. C'était l'enfer, les gens ne pouvaient pas travailler. C'est interrompu tout le temps. Donc, première réponse, à quelles conditions le travail favorise notre capacité à apprendre? Il y a beaucoup de conditions de code et de mœurs, déjà, de comportement, sur des formes de partage collaboratif sans hiérarchie, sans organisation, sans concept. Je sais résumer ici ce que je viens de vous dire. Il y a aussi, mais je ne vais pas rentrer dedans, ça prendrait trop de temps, des règles de fonctionnement qui peuvent être par consensus, par assemblée générale et par délibération. Mais ça, c'est souvent un problème dans les lieux parce que finalement, ça prend beaucoup de temps. Et on peut se fatiguer, en fait, et s'user. Il y a des lieux qui disparaissent parce qu'il y a beaucoup de régulation à faire en commun, de façon assez démocratique. Alors, ce que vous allez avoir comme règle, par exemple aussi, c'est des no meeting days, c'est-à-dire des jours dans des mondes du travail, dans des entreprises. Par contre, des jours où les réunions sont interdites, pour que les gens puissent travailler sans être dérangés toute la journée. Donc, au lieu d'avoir des journées de réunion, il y a des jours sans réunion, qui favorisent justement le travail de conception et de concentration. Les pancartes don't disturb coding, je vous les ai déjà dit, une de zone, et une forme de rapport à l'espace et au collectif comme support au travail de conception, une forme intime de rapport au travail. Alors, la forme intime, c'est que la créativité, en fait, est très intérieure, finalement. Donc finalement, l'espace public devient un espace privé pour chacun. Ça transforme complètement ce qui est privé, ce qui est public dans l'espace commun de travail, avec quand même une sociabilité. Donc, je vous ai cité ça. Ça s'accompagne de ce qu'on appelle la doocratie, c'est-à-dire le pouvoir à ceux qui font, et non pas la hiérarchie ou autre. Donc, vous voyez le slogan, si vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le. C'est ça la doocratie, c'est-à-dire il n'y a pas de chef et il n'y a pas de responsable qui vont faire pour vous, ou il n'y a pas d'experts qui vont faire pour vous. Si vous voulez que quelque chose soit fait, commencez à le faire. Commencez-vous à le faire et faites-le. Et puis ça, c'est la règle de Noisebridge, qui est un hackerspace qu'a étudié Michel Lallemand notamment sur la côte ouest américaine. Souvenez-vous d'être excellent, c'est-à-dire plus que gentil, plus que nice, les uns envers les autres. Voilà. Je passe la parole à Maëlle. Très bien. Du coup, en effet, je vais peut-être te contredire sur quelques petits points. Notamment parce que pour être témoin au quotidien de la vie de l'atelier,
des ateliers. C'est vrai que sur la question du seul ensemble, à la fois je te rejoins sur... il y a des personnes qui viennent faire un projet personnel et qui du coup ont certes besoin de concentration et tout ça. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué sur la petite vidéo, l'atelier est aussi fait pour qu'il y ait énormément de porosité des techniques, des établis, et du coup de cette porosité-là, et avec une réalité aussi d'atelier qui fait que concrètement il y a des bruits de scie, il y a des bruits de découpe laser, il y a des bruits d'outils. J'imagine mal quelqu'un coder et atteindre le flow au milieu du Fab Lab. Sur quoi moi je voulais mettre l'accent, c'est sur le côté, alors plus que do it yourself, en effet, il y a cette chose qui est très importante, que on n'attend pas d'avoir un savoir minimum de base pour se mettre à faire quelque chose. L'idée dans un Fab Lab, en effet, et dans nos ateliers, c'est tu veux t'y mettre, bah vas-y. Et des fois, simplement de donner l'autorisation de le faire, ça permet aussi de pouvoir impulser la démarche. Et du coup, je vais émailler aussi ce que je vais vous dire de mon rôle, parce qu'en tant qu'animatrice, évidemment, nous, l'équipe, on est là pour accompagner les personnes et pour faciliter ça. Et notre démarche, elle est plus du côté du... alors plutôt que du do it yourself tout seul, c'est plutôt faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble ou faites-le ensemble. Faisons-le. Le mouvement, il y a do it yourself, do it together, do it with others. Et nous, on est là pour créer ce lien. C'est hyper important. Sinon, en effet, chacun resterait dans sa bulle. Et un des vecteurs d'apprentissage qui est vraiment, pour moi, très important dans ces lieux-là, c'est qu'on n'apprend pas tout seul, en fait. On apprend au contact des autres, en rencontrant les autres, en regardant ce que fait le voisin, des fois en lui demandant simplement « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Bon, et hop, on découvre un truc, c'est parti. Et du coup, nous, notre place n'est pas tant de délivrer un savoir que de faciliter la rencontre, l'échange et l'entraide entre les personnes, et d'accompagner pour faire son propre chemin. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je n'ai aucune connaissance en électronique. En revanche, je sais très bien dans la communauté qui a des compétences en électronique et qui peut aider telle personne qui aurait un besoin. Et on part du principe aussi que chacun vient avec ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et c'est pas grave de ne pas savoir. Et l'important, c'est d'avoir envie. Et en termes d'apprentissage, d'avoir la curiosité. Et nous, on est là pour ouvrir des fenêtres, des portes, et puis après, chacun fait son voyage. Donc ça, voilà, c'était une petite chose là-dessus. Je te rejoins complètement sur la bienveillance et la gentillesse, qui est vraiment, je trouve, si on parle de conditions pour apprendre, pour moi, ça fait partie des conditions qui sont les plus importantes. C'est se sentir en confiance et se sentir en confiance pour pouvoir avancer. Et à la fois dans le rapport entre les personnes et nous, dans la dynamique qu'on essaye d'insuffler dans nos ateliers, c'est de privilégier ça. La rencontre, l'échange, la bienveillance. Et c'est le moteur qui fait qu'on avance, quoi. Et du coup, nous, on est plutôt... on va essayer de jamais faire à la place des gens, mais plutôt de dire, écoute, vas-y, je t'accompagne, je vais te dire, en rassurant, et puis tu vas le faire. Tac, c'est toi qui prends la main. C'est toi qui as la maîtrise de ça. Des fois, il vaut mieux quelques images au lieu d'un long discours. Je voulais partager avec vous la soirée juste un instant de vie au Fab Lab qui, je trouve, concrétise très bien cet aspect relationnel qui est très importante au Fab Lab. Alors... Voilà, on se trouve
à Plateforme C. En cet après-midi de jeudi 10 décembre, je suis avec Samir qui va peut-être m'assister pour un petit projet d'éolienne micro, un peu dans le genre de celle-ci. Bonjour. Ah, projet, c'est multiple. Ça, par exemple, celui-ci, là, c'est de hier soir que ça m'a pris. Alors, bon, ben, on en profite pour découvrir un petit peu, à partir de choses qui partaient à la déchetterie. Ça, c'était un radiateur de microprocesseur. J'ai fait un trou au milieu pour pouvoir emboîter ces petites ailettes sur un mini moteur qui est là, qui a les petits fils qui ressortent. Le moteur il est fixé par l'intermédiaire de cornières là, qui elle aussi partait à la déchetterie. Et donc l'idée qui a germé, c'est de mettre cette turbine, enfin ce qui est maintenant comme une turbine, parce qu'avant c'était un radiateur. Tu veux me le tenir? Ouais. Je le laisse tourner, il tourne d'ailleurs. D'accord. Sur l'axe du moteur. Voilà. Ça tourne déjà presque rond. Et partant de là, comme il y a des petites formes un peu spécifiques là, qui sont orientées voilà, en spirale, ouais. Mettre ces petites bandes là dont je dispose. C'est très ancien, ça servait dans on appelle ça des plannings autrefois. C'était chez Renéo, tu sais, on écrivait tout, on mettait voilà ce qu'il y a à faire, puis ça venait caché. Bon bref, voilà, j'ai gardé ça, j'en ai un stock. Okay. Et puis en les découpant, ces petites lamelles, j'imagine qu'on pourrait mettre des ailettes comme ça, multiples. D'accord. Et le vent prenant dedans, ça va se mettre à tourner. D'accord. Une sorte d'éolienne Une petite éolienne, une mini-éolienne. Voilà. Voilà, c'est un instant de vie. C'est Jean-Pierre qui est un des membres de l'asso qui me l'a gentiment transmis. Et je la trouve très représentative à la fois de la culture qui peut y avoir au Fab Lab sur la récup, la bidouille, mais aussi la rencontre. Là, dans la vidéo, donc il a rencontré Samir la veille en fait. Et du coup, Samir va lui filer un coup de main, puis Samir il découvre en même temps. Et les deux jeunes qu'on voit sont des étudiantes qui doivent venir découvrir, voir ce que c'est qu'un Fab Lab. Donc elles viennent questionner, et puis c'est parti. Et la coopération, des fois, ça naît aussi juste d'un tout petit acte, juste de bonjour, qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez capté qu'au tout début de la vidéo, il explique, là, on va essayer de faire une éolienne. Et puis, quand il rencontre les deux jeunes, il leur dit pas, en fait, ce qu'il va faire. Et c'est en expliquant, alors là, je prends ci, je prends ça, on va essayer de faire ci, ça. À la fin, oui, pour faire comme une sorte d'éolienne. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est très représentatif aussi de cette bienveillance-là, de cette ouverture et des rencontres parfois aussi improbables qui peuvent avoir lieu au Fab Lab, où on va discuter avec des gens à qui on n'aurait peut-être pas parlé dans la rue, mais qui vont nous apprendre des choses, et nous, on va leur apprendre des choses aussi. Voilà. On passe au dernier point. Alors... Donc en fait, la troisième chose, c'était vous donner à voir des dispositifs, des outils, des formats qu'on rencontre également dans ces lieux pour réinventer en fait la façon de travailler ensemble. Je vais commencer par vous donner un exemple qui est celui du hackathon. Qui a déjà participé à un hackathon? Qui n'a jamais entendu le mot jusqu'à présent? Ok. Donc le hackathon, c'est en fait un format de réunion intensive
avec qui veut venir pour faire un projet ensemble pendant 2 à 3 jours, parfois la nuit incluse. Ça s'est développé beaucoup sur du code informatique pour essayer de résoudre des problèmes. Ce sont des formats de réunion qui peuvent être ouverts à tout le monde. Moi, je vais vous en présenter un qui a eu lieu au MIT, donc Massachusetts Institute of Technology. C'est cette université donc, de technologie de Cambridge, dans la région de Boston, qui est célèbre et qui était à l'origine des Fab Labs. Donc là, il y a un appel à faire un hackathon pour détourner, contourner, solutionner, comme on dit là-bas, solve les discriminations. Donc c'est une alliance entre le mouvement Black Lives Matter, ce mouvement qui est né aux États-Unis à la suite, vous savez, des jeunes qui ont été tués par la police parce qu'ils portaient une capuche, parce que les policiers ont eu peur, etc. Voilà, à Ferguson notamment. Et l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire une alliance pour réfléchir, ça ne va pas aux États-Unis, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution, y compris technique, technologique, pour trouver des solutions. Voilà. Donc, on se réunit entre chercheurs d'intelligence artificielle et militants du mouvement associatif sous un format qui donne ça. Donc, c'est dans les locaux du MIT. Donc ça, c'est tous les gens qui sont venus. Encore une fois, c'est à la fois des scientifiques et des militants qui étaient avertis. Il y avait une centaine de personnes qui ont répondu présent. Moi, j'ai participé au hackathon. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la méthode qui est utilisée. Et la méthode qui est utilisée, c'est quelque chose dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, mais plutôt dans d'autres cadres, qui s'appelle le design process ou le design thinking, la pensée design. Et ça, c'est un des outils qui vient de ces mondes-là, la culture collaborative. Donc, je vous en montre un exemple. Donc, c'est distribué... Voilà, à tout le monde, ces feuilles de papier. Vous avez des groupes qui vont se constituer. Il faut remplir au fur et à mesure les différentes feuilles de papier qui sont là pendant 3 jours. Et les étapes sont les suivantes. D'abord, les gens vont venir sur l'estrade dans le grand amphi que vous avez vu pour proposer des thèmes. Voilà mon idée pour résoudre les discriminations. Voilà mon idée pour empêcher que les policiers tirent. Voilà mon idée. Et les volontaires se constituent complètement bottom-up en équipe autour des projets qui sont prononcés. Ensuite, ils se réunissent par groupe de 10 ou 8, par exemple, et ils vont aller enquêter dans la rue. C'est-à-dire interviewer des gens en disant sur leur sujet pour essayer de comprendre les besoins réels des personnes. C'est utilisé pour lancer des produits, fabriquer des produits en marketing, etc. Pas seulement pour résoudre les discriminations. Ensuite, le lendemain, on passe toute la soirée à interviewer, on réfléchit, on dort avec. Le lendemain, on se réunit le matin et on essaie de remplir la 2e page du document que je vous ai montré ensemble, qui consiste à définir un problème ou une question qui n'est pas encore pour eux ou pour elles résolue. C'est-à-dire les personnes qu'on a interviewées, pas celles qu'on avait dans la tête. C'est-à-dire quand on a fait en pratique, on est allé voir ce qui était un besoin pour les autres, on a essayé de le savoir, on va essayer de trouver ce qui, pour les personnes, donc là en l'occurrence c'est les personnes victimes d'une discrimination, ce qui pour elles fait problème, et pas ce qu'on pense nous faire problème. Et définir un problème, une question qui n'est pas réglée, qui n'est traitée par personne. Ni sur le marché, ni par l'éducation, ni par les écoles, ni par les politiques, etc. Oui ? C'est par rapport à tout ce qui a pu être ressorti des interviews qu'on va ressortir une idée force, ou c'est justement par élimination en se disant qu'il y a eu, on va dire, 5 thématiques qui sont ressorties des interviews, mais on en trouve une 6e, ma compréhension. En fait... c'est à partir de ce qu'ont dit les gens, vraiment, qu'on va essayer d'identifier un problème auquel soi-même peut-être on n'avait pas pensé ou qui ne nous semble pas du tout exister dans l'offre de réponse, justement, qui existe. Donc,
Par exemple, il y a toute une série de gens qui ont dit le problème, c'est que les policiers ont peur. Et que du coup, ils sont stressés dès qu'ils nous voient et qu'ils voient un noir, etc. Et nous aussi, on a peur. Donc du coup, on se comporte comme si on avait peur. Et donc là, il y a un des groupes qui va dire comment on fait pour avertir avec l'intelligence artificielle dans l'uniforme à un policier qu'il est trop stressé. Donc il y a un groupe d'intelligence artificielle qui s'est constitué pour construire un uniforme qui envoie un signal physique, tactile au policier quand son niveau de stress monte trop vite dans une situation où ses coéquipiers sont peut-être moins stressés, où il n'y a pas d'autres signes de stress graduel. Alors, il ne faut pas que ça bug, c'est une idée qui a émergé là, je ne sais pas si c'est une bonne idée, soyons clairs, mais c'est pour vous donner le processus, là, moi, sans commentaire, en bien ou en mal. Après, le groupe se réunit, fait un travail intensif de brainstorming avec plein de papiers, plein de couleurs, vous connaissez, des tableaux, etc., des post-it, la technique des post-it, mais ne fait pas que le brainstorming, classe suivant la méthode du design thinking, non pas par thème, mais en désirable, faisable et viable. Et viable, donc 3 cases. Et bien sûr, ils vont regarder l'intersection à la fin. Mais le viable, ça veut dire à la fois économiquement, mais acceptable socialement, sans risque pour les individus, etc. Donc il y a une espèce d'appréciation comme ça, un peu à la louche, qui se fait par le groupe. Ensuite, on fait. C'est ça le hackathon et la philosophie du faire dont on a parlé auparavant. On ne fait pas qu'avoir une idée, on fabrique l'uniforme, le projet, le logiciel qui va avec, antidiscrimination. Par exemple, certains ont voulu faire un logiciel qui efface tous les stigmates dans les CV possible, le nom, s'il est typé, voilà, etc., sur le marché du travail, qui anonymise par rapport aux discriminations les CV. Donc, on le fait. Donc, ils utilisaient la blockchain, ils se sont mis à fabriquer le produit. Et pour pouvoir le faire dans le temps imparti, on décompose d'abord les tâches pour qu'on reste sur une tâche qui est faisable dans les 2 ou 3 jours. Les gens travaillent énormément. Et après, on ne s'arrête pas là. On rédige une histoire, un narrative, un script. Et on raconte une histoire pour présenter son produit ou présenter ce qu'on a fait et éventuellement trouver des financements, ensuite présenter à des gens qui auront des financements pour pouvoir le fabriquer et faire ce qu'on appelle aux États-Unis du scaling, c'est-à-dire de la production plus large à partir du prototype. Tout ça en 3 jours. Donc ça, c'est une méthode utilisée, le hackathon, qui a été reprise par les entreprises en France. Elles disent on va faire un hackathon sur repenser notre impact social, sur ou la pollution ou autre, ou on va faire un hackathon sur comment mieux travailler, etc., etc. Avec des critiques, c'est-à-dire certains vont dire mais c'est du travail gratuit ou autre. Et on retombe dans la problématique de système gratuit, système de partage, système marchand, etc., qui est toujours présent dans ces lieux de toute façon, puisqu'il y a une multiplicité de choses. Je te repasse la parole. Ouais, je vais compléter en abordant un peu différemment les choses aussi. Nous, en effet, les outils du design thinking peuvent servir et nous servent sur des démarches projets ou des activités notamment pédagogiques. Mais peut-être pour compléter là-dessus, vis-à-vis de la capacité, la façon d'apprendre dans les ateliers, nous, on essaye aussi d'articuler les différents formats, les différents dispositifs pour favoriser aussi un cycle d'apprentissage qui est des temps de pratique, des temps d'échange, des temps de découverte. Et c'est la combinaison de ces dispositifs-là qui va permettre, qui va favoriser les rencontres et l'apprentissage au fur et à mesure. Et puis la création de son propre parcours. Sachant que nous, on s'inscrit aussi dans une dynamique qui est celle de l'éducation populaire et qu'on utilise. Il y a déjà aussi plein de formats, d'animation, d'outils
que je vous invite à aller explorer, qui sont très, très intéressants pour permettre à des groupes ou à des personnes en individuel ou en collectif de s'approprier une technique, un usage, même un livre. Voilà, il y a plein de techniques hyper intéressantes là-dessus. Et puis dans les outils aussi, et à la fois les outils et la démarche, nous on s'inscrit aussi dans une dynamique qui est celle de la culture libre. Donc on en a parlé un petit peu, mais globalement, alors qui sait ce que c'est que la culture libre ? Ok, donc petit point d'étape. La culture libre, c'est un mouvement très large qui rassemble différentes choses. Je vais essayer de le prendre de la façon la plus simple possible. Des outils, des logiciels dont le code source va être ouvert. C'est-à-dire qu'on a la capacité à pouvoir ouvrir les choses, ouvrir le logiciel, regarder comment il est fait à l'intérieur. Et du coup, comme on peut regarder à l'intérieur comment c'est fait, on peut en apprendre. Si c'est fermé, si c'est une boîte noire à laquelle on ne peut pas accéder à l'intérieur et étudier le fonctionnement, on n'a pas accès à l'info. On ne peut pas s'approprier l'outil. Donc il y a des outils, des logiciels qui sont partagés sous licence libre, qui donnent des capacités, des droits et des devoirs aussi aux utilisateurs des logiciels, des outils. Voilà, mais qui permettent vraiment d'avoir un maximum de liberté pour pouvoir en apprendre, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir contribuer au développement de l'outil et partager aussi ses connaissances et partager l'outil en lui-même. Très rapidement, du coup, là-dessus, sur le côté outil, si vous cherchez des outils pour coopérer, et notamment des outils qu'on utilise, nous, au Fab Lab, au-delà des machines et tout ça, on a un wiki qui s'appelle fablabo.net. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un wiki ? Ouais, oui, non. En fait, vous savez tous ce que c'est qu'un wiki. Vous connaissez Wikipédia ? Ouais. Wikipédia, c'est un wiki, c'est un outil où on peut toutes et tous venir créer une page ou contribuer à la création de savoirs communs. Les wikis sont des outils qui sont très utilisés dans les Fab Labs. Souvent, il y a des lieux, des endroits, des assos qui mettent en place un wiki pour leur communauté, pour leur permettre de partager des savoirs au-delà de la rencontre et de la dimension informelle. C'est aussi un endroit où on permet de documenter, de laisser des traces de nos apprentissages, de nos explorations, et concrètement aussi où on peut faire des tutos pour apprendre ou pour fabriquer un objet et pouvoir le répliquer. Du coup, notre wiki s'appelle fablabo.net. Et sans vous le détailler, parce que c'est une mine de ressources où vous pourrez trouver plein de choses, mais on a notamment fait une petite page sur la page équipement d'un Fab Lab où j'ai listé quelques logiciels et outils libres qu'on utilise. Et donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'initiatives et de communautés aussi plus larges qui s'activent sur ces outils-là. Mais du coup, pour vous dire aussi qu'il y en a dans plein de domaines. Et là, on est plutôt sur des approches techniques ou créatives. Mais évidemment, à l'image du wiki, il y a aussi des outils qui permettent de favoriser la coopération. Et le wiki est un outil. Il y a aussi des traitements de texte collaboratifs qu'on peut appeler PAD. À ce propos, je vous invite à aller voir le travail de Framasoft, qui a mené une campagne dégooglisons Internet et qui propose des services, des outils libres et ouverts, donc, dont on peut apprendre et en même temps qui nous permettent de pouvoir collaborer. Voilà, donc il y a plein d'outils dans le monde de la culture libre qui sont intéressants du point de vue de l'apprentissage, et pour moi, c'est aussi une des conditions pour favoriser l'apprentissage. C'est-à-dire que les outils qu'on utilise, c'est pas anodin.
Si on utilise des outils dont on peut apprendre et qu'on peut s'approprier, c'est aussi une pierre supplémentaire à son parcours, quoi. Voilà. On va conclure pour qu'il y ait un temps de discussion. Tout de suite, sans finir sur la conclusion qu'on avait préparée, je pense. Mais juste on a insisté en fait sur le fait qu'à la fois il y avait des lieux où se construisait une certaine culture, mais qu'en même temps cette culture, y compris les outils, sont diffusés très très largement, un peu partout ailleurs, d'une certaine façon égalitarisant les relations, rendant possible de la collaboration à distance et ces mœurs dont on a parlé. Et c'est en tout cas notre hypothèse de travail. C'est pas seulement dans les lieux que ça se passe, c'est aussi dans la diffusion. Et maintenant, on va s'arrêter et vous passer la parole pour l'échange. Mais mais très intéressant. Vous financez comment vos actions ? Alors, on est subventionné concernant le Fab Lab par la région Nantes Métropole, et il y a une participation des membres de la communauté qui du coup adhèrent à l'association en tant que particulier, et il y a un système d'abonnement pour venir aux machines, sachant qu'il y a des activités qui sont aussi ouvertes, gratuites, et voilà. Mais la grosse machine dont on parle, la fluo, là, appartient à la région. Voilà. Ou des remarques, ou des... Les produits qui sont fabriqués, c'est uniquement pour stimuler la créativité, faire du lien, ou bien ils peuvent être vendus, ils ont un objectif commercial aussi, Est-ce que tu veux répondre ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Vous devez avoir un grand musée à la fin ? Je vais répondre tout de suite. Dans la trentaine de lieux qu'on a vus, ça dépend. Mais il y a beaucoup de lieux qui ont une double économie, en fait. Une économie de partage, collaborative, contributive, ce qu'on appelle une économie contributive. Et on va apprendre aux uns et aux autres, on va recevoir. Mais il y a une économie marchande, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des formations payantes. Il peut y avoir des start-up qui louent des espaces dans certains lieux, des grands makerspaces, et les lieux peuvent servir d'incubateurs parfois, parce qu'il y a un accès à plein de techniques, c'est-à-dire incubateurs, c'est-à-dire des projets qui visent à se transformer en entreprise. Les artisans Asylum à Cambridge, il y a des artisans qui vendent leurs meubles sur Internet ou dans des réseaux, et qui fabriquent là, mais qui partagent aussi, et qui louent leurs box. Donc vous avez une économie imbriquée, avec du gratuit, du marchand, des start-up, des incubateurs du numérique et des activités traditionnelles qui sont tout ensemble. Voilà. Donc après, il faut regarder, effectivement, le modèle économique varie suivant les lieux. Aux États-Unis, il y a très peu de subventions. En France, on rencontre quand même beaucoup de subventions. Quand il y a des subventions, ça veut dire qu'il faut ouvrir au grand public et travailler avec les écoles, par définition. Donc vous allez avoir des lieux ouverts au grand public, alors que sinon ça peut être ouvert mais relativement fermé, puisqu'il faut être adhérent ou il faut payer une cotisation comme dans un club de sport. Donc voilà pour ma part. Et du coup, juste pour compléter, c'est vrai qu'au Fab Lab, il y a à la fois des personnes qui viennent fabriquer des objets pour leurs besoins personnels, réparer des objets. Il y a aussi des démarches professionnelles ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui du coup viennent prototyper des objets dans le cadre de cette reconversion-là. Voilà, il y a vraiment toute une grande diversité de types d'objets, de produits qui peuvent être produits. Sachant que dans cette démarche-là, nous on essaye d'accompagner aussi, et ça rejoint la question des outils,
à se poser les questions, notamment du point de vue du droit, de la propriété intellectuelle. Quand on fabrique dans un Fab Lab, on fabrique un objet entouré de personnes qui vont nous aider pour le concevoir, peut-être pour le fabriquer, tout ça. Et notamment dans une démarche commerciale, ça peut avoir un impact assez important. Et s'il existe des brevets sur les inventions, sur des choses comme ça. Enfin, donc c'est tout un pan aussi de choses à apprendre, à défricher. Et là-dessus, sur cette question-là, nous, on a mené un travail qui s'appelle, autour d'une petite cellule qui s'appelle C'est Libre, où l'idée, c'était de décrypter concrètement ce que c'est que la propriété intellectuelle. Et on a on donnait des petits rendez-vous d'accompagnement pour dire, tiens, toi, ton projet, là, il y a telle problématique que tu identifies et savoir, tiens, est-ce que si je le produis, je vais devoir payer des droits, ou est-ce que j'ai le droit de le commercialiser, et si oui, comment, ou comment je souhaite pouvoir partager ma création et en même temps en vivre, et du coup, dans quelle mesure, sous quelle licence, comment je peux me débrouiller avec tout ça. Du coup, on a des temps d'échange là-dessus et des ressources en ligne pour décrypter ces questions-là. Voilà. J'avais juste une autre question, après je passe le micro. Vous nous avez parlé des outils qui soutiennent la créativité, la conception, le transfert des savoirs, etc. Est-ce qu'il y a des outils qui concernent la régulation humaine que vous utilisez, parce que ça doit représenter, j'ai cru comprendre, un peu de votre travail aussi? Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends par régulation humaine, mais plutôt des outils de gestion de projet. Alors justement, pas ce qui touche les gestions de projet, mais la cohabitation, le faire ensemble, il y a aussi... Ouais, alors du coup là-dessus, comment dire, nous c'est un peu dans les pistes et dans les choses aussi à venir, et là où on en est de notre expérimentation, parce que en créant ces ateliers, en les animant, on apprend aussi au fur et à mesure, et c'est en faisant qu'on apprend. Et on en est à cette étape en fait où, alors plus que de régulation, je dirais que là on arrive à un point aussi où on mesure qu'il y a des apprentissages formels, informels qui se passent, que pour certaines et certains, ça arrive aussi à un moment de la vie personnelle ou professionnelle qui fait que on est dans une bifurcation, quelque chose, et du coup il y a un enjeu qui se dessine et un besoin de plus en plus fort de pouvoir baliser des parcours et peut-être valider des compétences, des aptitudes, des choses qu'on a appris au Fab Lab de façon formelle et informelle, et il y a des outils qui permettent de pouvoir baliser ces parcours-là, sur lesquels on est plusieurs structures, plusieurs Fab Labs à commencer à s'y intéresser, et qui rejoignent des mouvements qui ne sont pas du tout à la base exactement dans les mêmes sphères, mais plutôt des mouvements de l'éducation ou vers la reconnaissance ouverte des apprentissages tout au long de la vie. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mouvement des open badges, des villes apprenantes, ce genre de choses. Voilà, nous, on est sur ces questionnements-là. Et en termes d'outils, peut-être des plateformes, des learning management systems ou des choses comme ça peuvent peut-être aussi être des outils, intéressants pour la suite. Je rajoute un tout petit truc. Juste pour ajouter, dans beaucoup de lieux, notamment des congrès, les maker faire, c'est-à-dire ces endroits où on se retrouve, il y a aussi des organisations éphémères où il y a des formes de régulation des conflits qui sont proposées, ou de décisions par consensus ou autres, qui ont souvent circulé. Vous savez, on lève les mains pour dire si on est d'accord sur la méthode. Il y a 4 signes de la main. Ça a circulé dans d'autres lieux, comme les mouvements Occupy, par exemple, où on fait des réunions à 100 ou à 120 et on dit si on est d'accord ou pas avec la méthode, avec ce qui se dit, ou on s'abstient avec des mouvements de main. Donc ces méthodes-là, elles sont expliquées dans des lieux et ça circule. C'est pour ça qu'on parle de diffusion d'outils. Donc c'est des méthodes de décision à 100 ou à plus. Dans le Parti Pirate, ils ont un logiciel qui s'appelle Liquid Feedback, où ils peuvent décider à 1000. J'ai observé au Parlement de la ville de Berlin, ils avaient été élus en réunion, le Parti Pirate, donc au Parlement.
ils sont là. Il y en a certains qui ont les cheveux verts, longs et tout ça, avec des maracas pour faire les couleurs de vote. Et en fait, ils sont devant leur ordinateur parce qu'en ligne, sur toutes les questions, 80 questions qui sont posées au Parlement, ils écrivent la question et il y a 1000 personnes derrière qui répondent avec les 4 systèmes que je vous ai dit. Voilà. Et eux, ils agrègent et ensuite ils votent en fonction de l'agrégation si c'est instantané. Donc en fait, ils votent, ils participent à 1000 au vote. Donc vous avez des outils informatiques, vous avez des outils de consensus. On nomme un facilitateur, on nomme un secrétaire de session, on nomme un observateur qui regarde si tout le monde a parlé et qui donne la parole à ceux qui n'osent pas prendre la parole et qui sont dominés par l'oral et par la prise de parole, etc. Il y a 7 postes dans une réunion par consensus, 7 fonctions de responsabilité. Donc ces techniques-là circulent, oui. Après, au quotidien, ça se passe plus ou moins... Ouais. C'est aussi être responsable ensemble du projet. Donc comment faire que chacun adopte. Alors j'entends le système du vote, donc ça veut dire qu'il y a une minorité qui n'est pas peut-être en accord. Donc comment ça peut se réguler? Est-ce que vous pourriez juste préciser à quel type de projet vous pensez, c'est-à-dire les projets qu'on a présentés au Fab Lab ou n'importe quel projet collaboratif dans le cadre du travail? Un projet collaboratif dans le cadre du travail, par exemple. D'accord. Ouais. Alors, il y a toute une série de problèmes qui émergent avec les outils collaboratifs informatiques. Alors, parce que, moi, je n'ai pas de réponse générale, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'arrivée d'outils collaboratifs n'est pas sans créer, en fait, des formes de violence sur les individus. Parce que, déjà, les mails provoquent de la violence. Les réseaux sociaux provoquent des formes de violence. Donc, en fait, ces outils et l'interaction qu'on a avec ces outils n'est pas quelque chose qui relève de la bienveillance, toujours, comme on en a parlé là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cet aspect très volontaire et très explicite de la bienveillance. Chez les hackers, il y a les white hats et les black hats, les chapeaux blancs, chapeaux noirs. C'est-à-dire, il y a aussi cette histoire de bienveillance qui revient, les gentils, les bisounours, etc., qui reviennent en permanence dans cette culture-là, parce que c'est très facile, en fait, d'être violent ou de harceler les individus ou d'utiliser les outils comme une forme de puissance négative. Donc, premier point, j'entends très bien votre question. On est en train d'apprendre. Le BlackBerry, c'est 99. Ça fait, bon, on n'a pas encore atteint les 20 ans, quoi. Et ce genre de choses, on dit qu'il au moins, bon, il faut une trentaine d'années pour que tout bouge. Daimler-Benz a interdit les mails après 17 heures pour ses employés et le week-end, parce que les individus eux-mêmes ne peuvent pas mettre à distance tout seul. Donc il y a une question de régulation qui se pose dans des outils qui sont censés supprimer la régulation. Je suis entièrement d'accord et je pense que c'est en train d'émerger. C'est aussi pour ça que moi je m'intéresse à ces enquêtes. Et pour ajouter sur vos questions, on n'a pas fini la conclusion, mais sur la conclusion, vous voulez dire qu'il y avait des tensions, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où vous parlez de communauté ouverte, vous avez un problème d'efficience et de maintien de la socialisation et du commun, quoi. Si vous ouvrez, il y a des nouveaux qui changent. Et comment on maintient un minimum de cohésion, de règles de socialisation? Donc il y a une tension entre communauté ouverte et efficience de la socialisation. Il y a une tension entre démocratie et méritocratie. Il y a des gens qui savent plus que d'autres. Ils en ont peut-être assez d'être sursollicités tout le temps. Est-ce qu'ils ne vont pas s'épuiser, arriver en burn-out? Et il y a une dernière tension dont on a parlé, qui est marchand-non marchand, gratuit, commercial, et donc captation, en fait, du gratuit et du partage pour soit de la propriété
individuelle, soit de la marchandisation, de la commercialisation. Donc tout ça est en train d'être inventé dans ces lieux. Ils sont encore jeunes, mais ce sont des questions qui se posent. Tout à fait. Et pour compléter, ça me fait rebondir aussi. Alors peut-être que c'est une fenêtre qui ouvre aussi plus largement sur les tensions, comme tu les nommes. Mais c'est vrai que à la fois, il y a... un projet, par exemple, au Fab Lab, on n'a pas besoin d'avoir l'approbation de toute la communauté pour faire un projet. Mais il y a une règle, c'est que c'est pas possible de faire un projet qui fait du mal à autrui. Et ça, c'est la base. Et après, sur les tensions plutôt liées aux communautés, en effet, là, je vous parle de la communauté, mais en fait, il y a plein de communautés qui se croisent. Et à la fois plein de communautés, une grande diversité de personnes qui fréquentent le Fab Lab. Mais là, on le voit peut-être pas trop dans la vidéo, mais autant sur, par exemple, le lien intergénérationnel. C'est super. Il y a une diversité d'âges, de personnes de différents âges qui fréquentent le lieu. Et ça crée vraiment une dynamique dans l'apprentissage, dans la coopération qui est très intéressante. Mais peut-être par là où on est, il y a plein je pense, de choses à creuser, mais on remarque aussi un grand manque de diversité de genre et de diversité sociale, et qui sont des lieux où c'est peut-être pas si facile de passer la porte d'un atelier. Et peut-être notamment quand on est une femme, moi je milite tous les jours pour que chaque personne qui rentre se sente chez lui, chez elle, et sentent que c'est un espace qui est bienveillant et qu'on peut s'approprier, mais c'est pas facile. Et il y a aussi toute la culture technique de l'utilisation des outils, des machines, où c'est ah ben non, moi c'est pas mon truc. Donc il y a ces tensions là aussi, je trouve, qui sont très très importantes et sur lesquelles on travaille aussi. Mais ça dérive un peu. Je vais juste vous proposer de conclure là-dessus. Et puis éventuellement poser votre question juste après. Voilà. Donc juste pour conclure, merci de votre intervention. Je pense qu'on a tous appris quelque chose, moi la première, ce soir. Voilà, merci à Jean-Luc Page pour la captation vidéo. Et puis merci aussi à nos amis de la médiathèque qui vont vous proposer une bibliographie relative à cette conférence, donc qui est sur le site du CNAM, sur le lien de la conférence de ce soir. Et puis on vous invite évidemment à la prochaine conférence, ce sera le 29 mai, donc même lieu, même heure, pour la 4e conférence, dont le thème sera « Quel est le rôle du groupe dans l'apprentissage ?» Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, puis à bientôt.